Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. À Racaille, qui ce matin va consacrer une heure, enfin grosso modo 3/4 d'heure, 1 heure, à Chantal Montelier. Alors j'ai marqué sur mon petit pense-bête des dessinatrices de BD. J'aurais pu ajouter auteur surtout de BD, parce qu'elle fait pas que... politique. Pardon ? Et de dessins politiques. Et de dessins politiques. Vous venez d'entendre ça, vous êtes du pot, hein. Voilà. Et d'un petit roman dans la série du Poulpe. Ah, d'accord, ouais. Et d'ateliers d'écriture avec des détenus. D'accord, bon, ça sera tout, ouais, pour le moment. Non, c'est la réduction à la BD. La réduction du temps de travail voilà, m'embête. Ouais. Voilà, bon, vous avez commencé à prendre connaissance de cette artiste. On peut la qualifier d'artiste, parce qu'elle fait un travail assez peu ordinaire, graphiquement, et aussi politiquement, on peut le dire. D'ailleurs, Disons-le. D'ailleurs, pour illustrer ça, faut aller chercher loin, marqué vos boîtes, les amanches, qu'on entende la mienne. Et c'est croquignol dans les pieds nickelés de Louis Forton. Vos boîtes, ça veut dire vos gueules, hein. C'est une expression qui date un peu. Voilà. Et pourquoi les pieds nickelés de Forton ? Parce que Forton, c'est quand même un des, lui, pionniers aussi. Si Chantal Montelier fait figure de pionnière dans ce trip de BD au féminin, Louis Forton, lui, c'était pionnier carrément dans cet art, on qualifiait de 9e art de la bande dessinée, avec justement les pieds nickelés. Voilà. Et aussi, pour illustrer évidemment un choix en tout cas, de Chantal Montelier pour la première pause musicale, mais Piquet-Cou va vous en dire plus tout de suite. Voilà, déjà je vais vous dire bonjour à tous. Rappelez le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez vous nous joindre pendant les pauses musicales.
Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté, tout nus dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup. Nous avons reçu des jets de pierre, nous nous sommes battus contre la terre entière. Nous avons perdu tous nos soldats, nous avons perdu jusqu'au sens du combat et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup. Nous avons rampé sous des nuits gelées, les pluies ont rongé nos cieux délavés. Nous avons traversé le pont des noyés, des rêves enragés nous ont déchirés et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup. Nous avons couru jusqu'à perdre nos pas, nous n'avons jamais su prendre le bon train, nous n'avons jamais cru que nous avions le choix. Nous sommes devenus des cris dans le lointain et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup et nous tenons le coup. Voilà, c'était Bertrand Betsch qui interprétait Les Vents Contraires, donc un de tes choix, Chantal. Un des joueurs de Chantal qui l'a battu avec les dents, avec les ongles, attention. Hein. Non, je l'évoquais brièvement qu'on avait passé cette chanson parce que vraiment tu y tenais beaucoup. En même temps, on lui a demandé de choisir ses trucs musicaux. Alors bon, voilà. Je trouve qu'il chante des choses assez profondes, sérieuses, d'une voix extrêmement douce et surtout c'est assez rare, il me semble. Il laisse la place à la voix de l'accompagnatrice, de la chanteuse. Il l'écrase pas, quoi. Il chante aussi avec une certaine douceur, des choses qui sont d'une certaine dureté. J'aime bien ce rapport-là. Bien. Bon. Je vais pas vous dire que je partage tout à fait ton choix. Les textes, oui, mais la voix du gars, je suis un petit peu plus perplexe. Mais bon, c'est ton choix et c'est très bien comme ça. Tout de suite, le presse-paplard de la semaine. Piqueco vous parlera d'Henri Duncan ou le Robin des banques. Durand, Henrik Durand. Ah bon? Bah oui, alors on a encore fait une faute. Et ma pomme, je vais vous causer de l'architecte en chef du Vieux Paris. Là, je parlais d'Anne Hidalgo, une bonne socialiste, bonne et bon teint, on peut pas dire mieux. Comme tous les socialos, elle marche à voile et à vapeur. Elle est reine du zigzag, elle aussi, comme son chef, Pépère, là, à l'Élysée, voilà. On ne sait jamais trop ce qu'ils défendent ou trop ce qu'ils attaquent, ils sont toujours entre les deux. Et là, elle se la joue démolisseuse, voyez-vous. Des quartiers haussmanniens de Paris, vous me direz, Haussmann, c'était pas un vrai révolutionnaire, hein, on va pas défendre le baron. Mais enfin bon, il a laissé un héritage qui a pris sa place dans la capitale, hein, à la place justement des masures qui ont été démolies pour faire ça. C'était surtout très pratique pour que les troupes puissent manœuvrer et dézinguer les bâtisseurs de barricades. C'était ça le but, avec un canon là dans les avenues haussmanniennes.
on a une vue assez lointaine des gens qui sont pas d'accord avec les gens de pouvoir et on peut les canonner tranquillement. Alors que dans les petites rues des vieux quartiers de Paris, c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Alors là, ce coup-ci, après bien d'autres choses qu'elle a cassées, vous savez qu'il y a une association, je vous en ai déjà parlé à Paris, l'association pour le Vieux Paris, une association qui regroupe des gens qui donnent leur avis sur les projets de démolition ou de construction à Paris de bâtiments anciens, historiques, etc., etc., etc. Elle est composée de 53 membres, dont 39 sont nommés par la mairie de Paris, vous voyez. C'est-à-dire que la majorité est nommée par la mairie de Paris. Et contre l'avis de cette commission, qu'on peut considérer comme une émanation de la mairie de Paris, eh bien, elle fait faire des choses qui sont, de mon point de vue, de Parisien du 12e, enfin c'est là je suis né en tout cas, voilà, de mon point de vue, qui sont assez pourris, on peut dire, parce que bon, déjà elle a autorisé ce taré de Bolloré là, c'est Bolloré ou Pinault, oui, qui a racheté, vous savez, les anciens magasins populaires de la Samaritaine. D'abord, en premier temps, c'était mis quasiment en faillite, enfin fermé en tout cas. Après une bagarre exemplaire des employés pendant des mois. Et là, maintenant, le dernier truc de Pinault, vous voyez, Pinault, ce milliardaire là, qui occupe le Louvre pour faire exposer ses poulains, Versailles aussi, etc., avec la complicité évidemment du ministère de la Culture et plus généralement de l'État socialiste, comme il l'était avec l'État sarkozyste, l'État UMP, voilà. Eh bien, cette Samaritaine, il veut en mettre un grand voile de glace devant, ondulé, qui reflètera ce qu'il y a en face, évidemment. Et ce qu'il y a en face, il y avait particulièrement l'hôtel du 14e que la mairie de Paris se propose de démolir. Je ne sais pas si elle l'a déjà fait. Enfin, la commission du Paris s'était déjà opposée à tout ça. Et là, elle récidive en voulant habiller, si vous voulez, les colonnes. Vous savez que sur la rue de Rivoli, il y a des arcades haussmanniennes, enfin avec des immeubles, etc. Et ces arcades, pas sur la rue de Rivoli, mais sur la rue sur le côté et derrière, elle veut les faire envelopper avec du plastoc. Enfin, ça semble tellement aberrant qu'on se pose vraiment des questions. Ça va défigurer complètement l'architecture de cette époque, du 19e, voilà. Et ça va rien amener d'intéressant du point de vue artistique, plastique, je sais pas comment on appelle ça, ou architectural, voilà. Donc c'est une défiguration, une fois de plus, de Paris, voilà, du Paris, pas dire qu'on aime, parce que je suis de moins en moins fanatique de Paris, que j'ai connu vraiment une époque où on pouvait se promener encore à pied. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Où on pouvait aller au Vert-Galant, se dorer la pilule l'été en jouant de la guitare. Maintenant, c'est un peu terminé tout ça, parce qu'il y a des pickpockets, il y a des gens qui rançonnent, qui raquettent, etc. Bref, Paris est devenu un petit peu difficile à supporter, en plus des bagnoles. Alors, comme je disais, elle zigzague, parce que d'un côté, elle veut redonner à la population 3 km de berge de la Seine que le camarade Pompidou avait refilé aux automobilistes. Ça, c'est bien, on peut pas aller contre, on peut pas dire que c'est une connerie. Mais de l'autre côté, elle continue allègrement à défigurer et à démolir ou à défigurer des bâtiments historiques qui font un petit peu... C'est comme les quartiers populaires. Quand on vit, on en parlait tout à l'heure au bistrot avec Chantal Montelier et Piquet-Cou, quand on vide les quartiers de leur population, du peuple, en quelque sorte, pour avoir des termes un peu pompeux, eh bien, on les rend, ils deviennent morts. Ouais. Et ben, Hidalgo, elle fait ça avec l'architecture, en détruisant une architecture qui avait une certaine vie, parce que même si on est, je répète, parce que bon, il faut radoter beaucoup pour se faire un peu comprendre, que Haussmann n'est pas franchement quelqu'un qu'on aime éperdument ici, mais bon, ça s'est installé dans Paris et maintenant, ça fait partie de la vision qu'on a de Paris, comme la Tour Eiffel. Qui n'est pas non plus un monument de beauté plastique, mais enfin voilà, c'est ça, c'est le paysage, c'est le Paris
on peut dire aussi populaire, parce que Haussmann, si vous voulez, en son architecture, sur les grandes artères, c'était les appartements bourgeois, et derrière, c'était il a fait construire aussi des bâtiments pour les classes populaires. Voilà, c'était un mélange encore. La mixité existait encore à cette époque-là. Maintenant, on veut plus de tout ça. Et en plus, alors, peut-être que ça plaira aux bobos, hein, je sais pas moi, ou aux gens qui n'ont pas un goût tout à fait sûr concernant l'architecture, les arts plastiques. Pourquoi pas? On sait que c'est un peu des décervelés, tous ces gens-là. Voilà. C'est ce que je voulais un petit peu vous alerter là-dessus, vous les Parisiens, mais aussi on pense à la province et aux destructions qui se concoctent aussi dans beaucoup de villes de province où les édiles font la pluie et le beau temps. On sait bien que les responsables politiques à tous les niveaux que ce soit ont un goût de chiotte, voilà, et qu'ils n'écoutent absolument pas les gens compétents. Il y a quand même en France des gens qui sont capables de dire si c'est faisable, si c'est pas faisable, si c'est inesthétique, si c'est dégueulasse, si c'est déplorable et du point de vue artistique. On les écoute jamais. Hein, on fait exactement ce qu'on veut. Et pourquoi tout ça? Mais c'est avec encore une fois des visées électoralistes à court terme. Il faut bien vous dire que la principale motivation des politiques dans ce biopays, mais comme dans d'autres, hein, c'est pas particulier à la France, c'est la prochaine élection et leur prochaine reconduction dans les fonctions qu'ils occupent, pour certains depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, comme c'est le cas de notre président de la République, qui a jamais touché une pointeuse de sa vie, hein, qui est sorti de l'ENA et directement dans les ministères, etc., et continue son petit boulot. Il est arrivé au pinacle et il essaye de s'y maintenir encore 5 ans de plus. Voilà. Et Hidalgo, c'est pareil, et puis avant, c'était l'autre zozo de maire de Paris, là, qui était pas beaucoup mieux, parce qu'Hidalgo, aussi, il faut dire qu'elle a aussi dans ses baskets, si vous vous souvenez, c'est très récent, c'est le Tel Aviv plage, voilà. Donc, vous voyez, quand je dis zigzag, je suis encore gentil. C'est un petit peu plus violent que ça. Bon, j'arrête mon blabla ici. Vous savez que je la porte pas particulièrement. Voilà, elle n'est pas toute près de mon cœur, cette meuf, et c'est dommage pour l'image, justement, des femmes, mais on sait bien quand elles sont au pouvoir, elles sont au moins pires que les hommes, quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas, Chantal, tu veux intervenir ou je fais mon papier? Écoute, j'avoue que je découvre le problème, donc il faut que... Voilà. Les Hidalgo, oui, en effet. Je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir des bureaux d'études là derrière. Et qui, ah oui, bien sûr, mais oui, il y a une question de fric. Une façon de s'engraisser en démolissant. Il y a tous les copains qui participent. Là, je disais que pour la Samaritaine, c'est Vinci qui va faire les constructions. Donc voilà, on s'arrange entre amis. Bah, évidemment. Et puis on parle pas du trou des Halles qui sera éternellement un trou, parce qu'à chaque fois, le dernier qui viennent de détruire, il avait à peine 30 ans. Voilà, et dans 30 ans, on remet ça on remet le couvert, ça coûte des millions, et pendant ce temps, il y a toujours des gens qui poussent dans la rue. C'est des grosses machines à sous. Ouais, bien sûr. Ça. Voilà, c'est ça. Hidalgo comme les autres. On trouve son compte, j'imagine. Bien sûr. Puis après, on veut faire venir, en fait, là, quand on voit un petit peu le projet de la Samaritaine, ce qu'on veut faire venir, c'est aussi un magasin de grand luxe, comme ils veulent en faire un peu partout. Et finalement, c'est plus du tout, effectivement, les gens, les Parisiens ordinaires qui sont déjà virés de la capitale qui pourront venir. On s'intéresse, ça sera un tourisme vraiment un tourisme d'élite, quoi, qui viendra là. Absolument. Dans ce genre-là, si je peux citer un exemple particulièrement choquant de mon point de vue, qui est très subjectif, qui n'engage que moi, c'est la disparition d'une librairie historique qui s'appelait La Une. Ah, oui, La Une. Voilà. Que je fréquentais notamment pour la remise du prix Artemisia que j'ai créé avec Jeanne Pichol et quelques autres. La Une, donc, a été vendue, alors que, j'ai pas l'impression qu'il y avait des dettes si monstrueuses que ça, mais voilà. Et à la place de cette librairie, il y a désormais un magasin où on vend des photos de luxe, des posters pour les touristes de luxe, les Japonais et compagnie, les Américains. Cette boutique s'appelle par ailleurs Yellow Corner, un nom bien de chez nous. Et donc voilà, une librairie historique de moins, en plein cœur de Paris, quoi, en plein cœur de Saint-Germain. Je trouve ça absolument
plus que lamentable, quoi. Vraiment très très triste. Merci infiniment Chantal pour cette bonne nouvelle. Je t'en prie. On va pouvoir s'amuser. Chacun son tour. Ouais, chacun son tour. Ouais. T'as raison. Bon, moi je vais essayer de mettre un peu plus peut-être de gaieté, au moins peut-être un peu d'espoir, j'en sais rien, en faisant le portrait c'est Henrik Duran. Il a fait la une de la presse quand même il y a quelques temps, principalement des presses alternatives, parce que c'est celui qu'on a surnommé le Robin des banques. Donc c'est un homme qui a réussi à escroquer 1,5 million aux banques espagnoles. Alors pas à son profit, c'était pour leur verser à des mouvements sociaux, et il a fait ça pendant 2 ans, entre 2006 et 2008. C'est Marius Alexandre Jacob alors. Voilà, donc il y a un hors-série du Monde Libertaire qui avait raconté un petit peu sa vie. Il y a toute une partie de la presse alternative, il y a Politis, il y a CQFD. Il a été portraituré un peu partout. Et là, dernièrement, c'est Reporter qui s'y est collé. Et donc, ce Catalan, il milite pour un système économique qui est fondé sur la coopération. Mais là, bien sûr, il a été poursuivi. Il est actuellement contraint au nomadisme. Et donc, il a détourné 492 000 euros. Il a réussi à contracter 68 prêts auprès d'une quarantaine de banques. Alors, il a falsifié des fiches de paie, il s'est créé des entreprises fictives. Et c'est en 2008, donc 2 jours après la chute de Lehman Brothers, qu'il a rendu public son action dans un petit journal qui s'appelle Crisis, un petit journal qui a été distribué gratuitement, qui a été tiré à 200 000 exemplaires. Et là, il explique un petit peu les origines de la crise financière. Et ce trentenaire revendique donc un acte politique qui est destiné à montrer les failles d'un système forcément jugé irresponsable. Et il s'agit d'une action individuelle d'insoumission à la banque que j'ai menée à bien de manière préméditée pour dénoncer le système bancaire. Donc il rentre dans la clandestinité, mais il est quand même arrêté, emprisonné quelques mois plus tard, le jour de la sortie de Podemos. Podemos, en espagnol, ça veut dire « nous pouvons », qui était un petit journal militant qui a été tiré, lui, à 350 000 exemplaires. Ah oui, pour un petit journal. Pas mal, pour un fanzine militant. Oui, parce qu'il avait de l'argent pour réussir à faire tout ça, quoi. Et au bout de 2 mois, il y a un donateur anonyme qui a payé sa caution. Et donc la médiatisation de ces actions donne un coup de fouet au processus qu'il avait engagé. Et ce processus c'est la coopérative intégrale catalane. Alors cette coopérative, alors qu'elle est en plein essor, la justice va rattraper Henrik Duran en 2013. Et le jour de l'audience, donc il voulait en profiter pour faire une tribune politique, il ne va pas se présenter parce qu'il va dénoncer une parodie de justice. En effet, il y a 23 témoins qu'il avait proposés, donc ce sont des experts en questions bancaires, sociales et climatiques, qui devaient l'aider donc à défendre son action de désobéissance civile. Tous ces témoins ont été refusés par le tribunal. Donc voilà, il entre alors une seconde fois dans la clandestinité où il vit toujours. Alors aujourd'hui, la coopérative intégrale catalane, elle a réussi à construire ses propres services publics coopératifs et elle bénéficie à 15 000 personnes. Donc c'est grâce à des mutuelles, il y a des offices HLM, il y a des banques alternatives, un centre de santé et plein de petits éco-réseaux qui fonctionnent comme des systèmes d'échanges locaux améliorés. Et leur but, c'est de se passer progressivement de l'euro, de l'État et des banques, et prouver que nous pouvons vivre sans capitalisme. Oui, ils vont surtout aller prouver le bien-être des prisons, je pense. Nous pensons donc que l'insolvabilité est une force, car la banque est un système qui rend dépendant. Donc il faut s'extraire donc des banques. Et en 4 ans, ils ont financé et facilité la création quand même de 2 logements sociaux coopératifs, d'une école libre, de 2 ateliers de machines-outils collectivisés, d'un centre de santé, d'une colonie éco-industrielle qui travaille sur la souveraineté technologique et d'une banque autogérée sans intérêt. Cette coopérative a également popularisé des techniques et des machines donc pour rouler en utilisant le moins possible de pétrole et dynamiser une monnaie parallèle qui est utilisée quand même par 2000 personnes. Il y a aussi un atelier de transformation de produits écologiques, il y a des greniers alimentaires et une centrale de distribution de nourriture biologique qui couvre toute la Catalogne. Et cette coopérative donc a permis à une dizaine de communautés de trouver des terres aussi pour s'installer en zone rurale. Et elle aide les personnes qui sont sur le point de se faire expulser de leur logement. Donc elle les aide à pouvoir conserver leur logement ou éventuellement trouver un autre. Voilà, donc ce Henrik Duran, lui, est né dans une famille qui était peu politisée. Et il est venu à l'action politique par le mouvement des paysans sans terre et les mouvements pour l'annulation de la dette du tiers-monde.
Il s'est inspiré donc aussi des mouvements de désobéissance civile façon Gandhi ou Martin Luther King et de certaines idées quand même anarchistes et des prises de décision par consensus. Et ceux qui le côtoient, en fait, le décrivent comme un homme très intelligent, complètement dévoué à la tâche, qui sait saisir un petit peu l'air du temps, qui analyse les rapports de force et qui arrive à proposer des bonnes solutions. Et lui, il a quand même dédié sa vie à la Révolution, il a refusé l'héritage de son père, et il vit maintenant depuis plus de 20 ans, donc avec quelques centaines d'euros par mois qui sont issus des solidarités familiales et militantes. Oui, le coût des quelques centaines d'euros par mois, il y a des millions de gens en France qui partagent tout à fait ce postulat. Voilà, même s'ils ne combattent pas, et là, c'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, parce que quand on a quelques centaines d'euros par mois pour vivre, je ne sais pas comment on peut vivre ça longtemps. Voilà. Donc je pense qu'il y a des mouvements militants en France aussi qui essayent de monter ce genre de coopérative dans plusieurs villes en fait. Chantal, je ne comprends pas qu'on refuse un héritage, moi. J'aimerais bien. Après, on le redistribue, on en fait ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé de le garder pour soi, de toute façon. Ouais. Voilà. En fait, c'est un peu de l'ordre du symbole, ça, je pense. Plutôt oui, enfin, on ne vit pas de symbole, on vit aussi d'autres choses. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Bon, merci beaucoup, Dominique. En tout cas, c'est quand même globalement positif, comme on dit, parce que c'est quelqu'un qui propose. Il ne fait pas simplement du bruit pour dire c'est pas bien, mais il fait aussi du bruit pour dire on peut faire autre chose, et il le prouve. Ouais, et que sur le terrain, il y a comme réellement 15 000 personnes qui bénéficient de quel est le ces statut de ce qu'il crée d'ailleurs sur le terrain à partir du moment où à la base c'est du fric et le statut de ce qu'il crée? Quel est le statut voilà, il crée des colonies de vacances, je sais pas, il installe des gens dans des conditions de vie un peu moins merdiques, mais à partir de choses illégales, quoi. Donc, oui, de toute façon. Est-ce que ça n'est pas finalement, in fine, hors légalité, quoi? Tous ces gens risquent pas de se retrouver à la fin. Je pense que si par exemple il y avait une masse critique et que ces systèmes-là faisaient boule de neige, on y mettrait vite fin. Parce qu'effectivement, là on est vraiment dans l'attaque du système. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, la masse critique elle est basse en général. Parce que c'est un mauvais exemple en fait. Très mauvais. Enfin, non, mais très bon pour moi. Mais mais j'ai bien compris, je suis c'était pas pour toi que c'était très mauvais. Moi, ça me fait penser à la montagne Limousine, à ceux qui vivent sur la montagne Limousine, qui inventent des façons de vivre comme ça, qui arrivent à se passer pratiquement de l'État, et on va les chercher, parce que c'est là on sent que le système est mis en danger en fait. Bon, c'est pas tout à fait la même situation quand même. Mais non, très bien, vive le Robin des banques, il en faudrait beaucoup plus, quoi. Faut qu'il y ait une masse critique de Robin des banques. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au point sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un n'a pas sur 100, et pourtant ils existent.
Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et un lapin sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. C'était Léo Ferré, les anarchistes. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Justement, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, on le met bien profond, Bolloré, en général et en particulier. Vous écoutez l'émission à Racaille qui, ce matin, va s'entretenir, ou plutôt c'est son invité qui va vous entretenir. J'en ai pas les moyens. De son... J'ai pas eu d'héritage. Non, intellectuellement, on s'entend, intellectuellement, je sais bien. qui va vous entretenir. Cette plaisanterie stupide. De son boulot, de ses comment dirais-je ? Je vais répondre aux questions surtout. Oui. De ce qu'elle aime, de ce qu'elle déteste, pourquoi elle vit, pourquoi elle respire. Voilà. On a déjà eu un aperçu avec Piquet-Cou quand on était au bistrot pour siroter notre jus matinal. Et puis aussi, eh bien, avant, on va essayer nous-mêmes d'en dire 2-3 mots, parce qu'on ne va pas vous la livrer brute de décoffrage comme ça, la mettre dans l'arène face au lion, sans préparation. Voilà, alors... Je suis un lion, je suis de lionne plutôt. Vous savez, les lionnes, elles sont plutôt dominantes. Ah bah oui, c'est elles qui font tout le boulot. Dans la jungle, oui, absolument. Enfin, vous me direz, c'est les garçons qui se régalent, mais enfin, quand même. Non, mais les lionnes... De ce que chassent les lionnes. Voilà, c'est une féministe à ses heures. Ouf, oui. Elle considère que la BD, c'est un outil majeur, n'est-ce pas ? Elle a pas tort. Pour mineurs, souvent. Oui, pour mineurs, c'est là qu'il faut les prendre au piège. Oui, justement. Oui. Elle fait grincer des dents les bien-pensants. Et les premières dessinatrices de presse politique, oui, elle officie depuis un bon bout de temps. Alors, je vous en prie, restez poli. C'est une pionnière, comme on dit. J'aime pas trop le terme pionnier, mais enfin... Pourquoi pas, c'est bien. Il y a des mots où on est obligé de les utiliser. Voilà, elle fait un travail qui est destiné aux enfants et aux idiots. Elle gratte là où ça fait mal. Elle respire quand même assez difficilement l'odeur de la souffrance. C'est des dessins contre les réglisses, vous voyez, contre la douceur des bonbons, et elle va au bout de ses batailles. Voilà. En tout cas, elle essaye. Oui, on essaye tous. Bon, il y en a qui essayent pas, mais nous. Ouais, enfin bref, voilà. Enfin, on essaie de tenir, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle a pas la langue dans sa poche. Vous allez vous en apercevoir. Il faut vraiment. Ni la plume. Il faut vraiment faire gaffe où on met les panards. Je suis pas méchante. Non, oui, enfin, pas méchante, je sais pas. Enfin, mais elle est pas méchante, évidemment, avec les gens qui comprennent un peu. Qui sont pas méchants. Oui, enfin, oui. Qui sont pas méchants d'une manière un peu comme ça, mais bon, qui peuvent l'être parfois aussi. Parce que les gens qui sont intégralement pas méchants, j'ai comme un gros doute. Voilà. Alors, comme je viens tu as quelque chose à ajouter, Dominique ? Comme je viens de vous le suggérer, enfin plus que de vous l'affirmer, on a affaire, elle est à ma droite là dans le studio et je suis pas au mieux de ma forme. Oh là là, mais ça finit par m'intimider, je vais plus oser. Non, mais c'est vrai. Ouvrir ma commande déjà, ma boîte. Ouvrir ma boîte, je vais plus oser ouvrir ma boîte comme diraient les pieds nickelés, comme dirait Croquignol.
Non, tu vas l'ouvrir, ta boîte, je suis sûr. De toute façon, tu vas pas te retenir longtemps. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai annoncé, elle est vraiment une des premières, sinon la première femme à avoir abordé ce genre, qu'on appelle le 9e art, la bande dessinée, qui était exclusivement le territoire des mecs. Je peux corriger. Oui, tu peux, bien sûr, tu es là pour corriger, mettre au point. Je suis vraiment, je crois, pionnière, enfin il faudrait me démontrer le contraire, si c'est pas le cas, de dessin de presse politique. Voilà. Ça, je crois qu'il y en avait vraiment pas du tout, quoi. Oui, ça s'était jamais vu. Et je pense que ça se reverra pas trop, parce que c'était du dessin vraiment politique, quoi. C'était pas sociétal, c'était pas d'amusement, ça touchait aux politiques directement. Il y a encore des femmes qui aujourd'hui qui publient dans de la presse. Je crois qu'il y en a essentiellement 2 ou 3, notamment dans Charlie, je connais Hebdo, Catherine Meurice et Coco, qui publient aussi d'ailleurs dans l'UMA. Je trouve que c'est pas tout à fait la même famille, mais bon, les dessinateurs visiblement sont interchangeables. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, oui, parce que justement, c'était pas directement politique. Bon, bref, donc voilà, je me considère moi comme une pionnière dans ce domaine-là. La bande dessinée, je suis beaucoup moins une pionnière, puisque on a repéré des femmes dessinatrices BDastes dès le début du siècle, il me semble. Le nom m'échappe au moment où je le cherche, bien sûr. Et puis, plus près de nous, Claire Bretéché, qui a dessiné pour Pilote, pour Dargaud, et qui avait déjà publié pas mal de choses quand je suis venue à la bande dessinée. Et j'y suis venue par le dessin de presse politique, d'ailleurs. Dessin de presse politique auquel je suis venue par l'intermédiaire d'un anarchiste. Je le dénonce devant les masses, à savoir Aimé Marseillane, qui était à la fois professeur de français dans la même boîte à Bachot que moi, du côté de Choisy-le-Roi, où il y avait d'ailleurs les enfants de Cabu, en tout cas de la femme de Cabu, qui était absolument intenable. Parenthèse fermée. Et moi, j'enseignais les arts plastiques, quoi. Et Aimé et moi, on se croisait souvent dans la cour de récréation, on parlait beaucoup de ce qui se passait à ce moment-là en Espagne, qui était encore l'Espagne franquiste, et où on persécutait les anarchistes, puisqu'on en avait garrotté un, Pugantiche, voilà, que tous les anards dignes de ce nom doivent connaître et dont ils doivent se remémorer. Et c'est Aimé qui m'a ouvert, Aimé Marseillane, fils d'un républicain espagnol, donc rédacteur à combat syndicaliste, qui m'a ouvert la porte de combat et m'a permis de faire mes premières armes et mes premiers dessins sur la fin de l'Espagne franquiste. À partir de là, j'ai considéré que finalement faire du dessin de presse politique, c'était plus original, plus intéressant, plus excitant à tout point de vue que de faire semblant d'être prof d'art plastique, ce que j'aimais pas trop être et faire. J'avais pas un rapport très facile avec les élèves. Et donc je me suis lancée, j'ai plongé et j'ai proposé les dessins que j'avais faits pour Combat à d'autres rédactions susceptibles, elles, de me rémunérer. Et donc j'ai vécu un certain nombre d'années, une décennie, si ce n'est 2, en faisant du dessin de presse politique. Mais si vous voulez, dans une méconnaissance totale du fait que j'étais quand même... oui, disons-le, je sais pas pourquoi vous aimez pas ce nom, pourquoi tu n'aimes pas pionnière. Moi, j'aime bien ce mot de pionnière. Oui, parce que voilà. ça fait penser aux gens les pionniers de l'Ouest américain. Ah non, mais voilà. Ou les pionniers de l'Algérie, ou les pionniers de... Voilà, pour moi, c'est voilà, donc, ça. C'est vrai que tu as raison, que c'est stupide. Il faut que ça soit... Voilà. Il faut rendre au mot pionnier son identité totale, quoi, sans se faire parasiter par les Amerlocs, une fois de plus. Bien sûr, une fois de plus, tu as raison de le dire. Et alors après le dessin politique, tu as travaillé plus dans la BD. Comment ça s'est un petit peu fait, ce passage? Donc je suis devenue quand même un peu visible, parce que j'ai démarré dans une époque... Quand j'y pense, voilà, je pousse des gros soupirs à fendre l'âme des pierres. C'est-à-dire qu'il y avait une
une multitude de supports presse tout à fait par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, tout à fait sidérante, quoi, et des journaux qui avaient souvent une autonomie financière et une autonomie politique, morale, etc. Donc je sais pas, je peux en citer quelques-uns au hasard. Bon, ne serait-ce que je suis un peu noir et rouge en même temps. Alors du côté visiblement, ceux qui ont le mieux tenu, c'est quand même du côté des Noirs, puisque Combat syndicaliste, contrairement à beaucoup de journaux de PC, quoi, Coco, ce combat est toujours là. Et je pense à garder le Monde libertaire aussi. Ces deux canards ont gardé leur identité, enfin, il me semble, vu de ma fenêtre. Alors que de l'autre côté, ça a été une hécatombe. Et ils n'ont pas que perdu leurs journaux, ils ont perdu leurs soldats, comme le chantait un peu, ça m'évoque ça, hein, la chanson du Belge, là, dont le nom m'échappe à l'instant, qu'on a utilisé en début d'interview. Bon, voilà. Donc tous ces supports, évidemment, étaient quand même beaucoup dans la mouvance, soit contre-culture, soit critique sociale, soit des idées politiques du moment. C'est-à-dire, il y avait quand même une dominante union de la gauche, quoi. Donc même dans les journaux du PS, si vous voulez, on pouvait retrouver, comme par exemple un journal comme l'Unité, qui était d'ailleurs dirigé par une femme, ce qui était extrêmement rare à l'époque, et je pense que ça l'est toujours. On pouvait quand même retrouver des tendances un peu plus gauche radicale, quoi. Un mec comme Claude Estier, qui était aussi à la tête du journal, avait des sympathies pour etc. Et tout ça a duré 10-15 ans. Et j'ai vu tous ces titres disparaître à vraiment une vitesse grand V, au profit de rien, enfin si, d'une uniformité absolument désolante. Donc j'ai été repérée, parce que j'étais très présente dans cette presse-là, par la bande dessinée et par la patronne, avec ou sans guillemets, d'un journal de bande dessinée féminin qui est le premier du genre et le dernier, qui était Anana, qui était publié par les Humanistes Associés, donc Jean-Pierre Dionnet et Madame. Et bon, je pense que Anana avait quand même une vocation surtout marchande, hein, parce qu'il y avait une place à prendre. Je pense pas que c'était un journal vraiment qui avait une finalité véritablement militante, hein. C'était plus une forme d'opportunisme, mais par contre le fait de publier, d'inverser le rapport, c'est-à-dire dans tous les journaux de bande dessinée, il y en avait quand même pas mal à cette époque, il y avait 89% de signatures masculines et en général une signature féminine pour faire joli. Et ce journal, au titre idiot, dont je suis pas responsable, quand j'ai dit que j'allais dessiner pour Anana à mon compagnon de l'époque, il m'a dit c'est quoi, c'est une revue tropicale, il va falloir apprendre à danser le cha-cha-cha. Non, c'est une revue de bande dessinée, bon, passons. Et que disais-je, que je sais plus. Enfin voilà, donc il y avait un rapport inversé, c'est-à-dire qu'il y avait 99% de signatures féminines au dessin, il y avait une partie rédactionnelle où il y avait des journalistes femmes évidemment, et un invité homme qu'on ne persécutait même pas, on n'y pensait même pas tellement on est bête. Alors il y a eu des gens comme Tardy, comme peut-être Mur, enfin bon, peu importe d'ailleurs. Et donc le rapport était strictement inversé. Et donc voilà, j'ai commencé à faire du dessin narratif de manière régulière. Grâce à ce journal de bande dessinée féminine qui a été d'ailleurs interdit à l'affichage pour pornographie au 9e numéro. Je mets quiconque au défi de trouver une seule image porno dans Anana, mais qu'à cela ne tienne. Bon, il y avait des couvertures un peu provocatrices, que je ne décrirai pas, ça prendrait trop de temps, mais voilà, rien de très méchant, quoi. Par ailleurs, les kiosques seront de véritables officines pornographiques. Enfin, je veux dire, il y a un nombre de bonnes femmes qui exhibent leur popotin, leur nichon et le reste ne se compte pas. Et en plus, la bande dessinée de l'époque était elle-même porteuse de ce genre de choses à travers des bandes dessinées de Manara, le Déclic et compagnie. Mais c'est les femmes qui ont été frappées. Ouais. Et dans une indifférence générale. Où étaient les féministes? Je sais pas. Elles considéraient qu'il y a des choses plus importantes à faire. Alors que je pense qu'il y a un enjeu vraiment très très important au niveau de l'image des femmes, de la représentation. Je crois que on a beaucoup régressé à mon avis depuis cette époque. Et dans le domaine de l'image, qu'elle soit narrative ou pas, on baigne dans un imaginaire masculin, que ce soit les publicités dans le métro, que ce soit les films à la télé, que ce soit le cinéma. Je veux dire, on baigne hommes, femmes, enfants, chiens, chats, couvés, dans un imaginaire androcentré, pour parler comme les gens du CNRS. Et je trouve ça, à mon avis, absolument catastrophique.
Bon, bah voilà. Il faut lui poser beaucoup de questions. On n'aura pas beaucoup de temps pour lui poser. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est à Racaille avec Chantal Montagnier. Plutôt canaille que racaille, d'ailleurs. Plutôt canaille que racaille, voilà, ça y est. Ben, bon, alors, et encore sur Arcanaille, et vous écoutez une croisée, hein, en quelque sorte, hein, sans la connotation religieuse, évidemment, qui officie dans la BD. Alors, elle a un palmarès, je vous dis pas, mais enfin, on en reparlera. Un palmarès, j'ai jamais eu le moindre prix. Oui, non, mais un palmarès, je veux dire, une bibliographie. Non, le palmarès, rien. Oui. Non, mais ça, on en reparlera. C'est assez d'ailleurs. Mais les prix des honneurs, comme disait un certain Gustave Flaubert. Oui, voilà, et vous vous rendrez compte. Non, les honneurs des honneurs, Eh bien, ça sera pas posé. Hein. Ah ben. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai pris le pouvoir. Ouais. Là, je sens il faut jamais m'inviter. Fermez ma gueule. Ce sera tout à fait comme j'adore. la radio. Ce ne sera rien que de la musique. Ce ne sera rien que des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. De juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts la garce. À cette minute, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid. Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez.
N'ayez pas peur, on sait ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer, rien ne peut avoir d'importance. Ce n'est rien, ce n'était rien, juste pour faire du bruit, juste de la musique, juste des mots, des mots, des mots, des mots. Des mots, de juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit, de juste un peu de bruit. Comme Allah. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. C'était Brigitte Fontaine, comme à la radio. Voilà, j'étais en train de discuter avec Chantal. Et Chantal, tu veux nous dire un petit mot là de Brigitte Fontaine? Pourquoi tu l'as choisie? Vive Brigitte Fontaine. C'est une vraie musicienne, un vrai auteur qui a un langage complètement particulier, singulier, qui a son imaginaire bien à elle, son style, voilà, qui défend tout ça depuis bec et ongle, depuis maintenant je ne sais pas combien de décennies. Et puis en plus, je suis complètement d'accord avec elle. Il fait froid dans le monde, quoi. Et les gens comme Brigitte, moi je trouve, le réchauffe un peu. Elle a une vraie flamme, quoi, une vraie authenticité, un vrai rythme. Donc, moi, c'est une femme qui me réchauffe. Et je trouve qu'il faut du courage pour oser être ce qu'elle est dans un monde de normopathe, quoi, où elle est évidemment stigmatisée, traitée de folle dingue, ce qu'elle est absolument pas, quoi. C'est-à-dire, on n'accepte plus les artistes, quand même si dans le métro, on est des affiches de 10 mètres sur 12 avec Salvador Dali et sa moustache ridicule partout, quoi, qui fait des excentricités, qui saute en l'air. Mais dès qu'une femme comme Brigitte Fontaine se pointe, on lui tire un peu dessus quand même. Donc vive Brigitte Fontaine, il faut qu'elle tienne encore 10 ans, 20 ans. Je suis complètement d'accord. Et vive Chantal Montelier, il faut qu'elle tienne encore aussi, parce qu'elle aussi, elle paye un lourd tribut à la connerie humaine générale et particulière, parce qu'il ne faut jamais oublier le particulier dans le général, c'est le plus important d'ailleurs. Voilà, elle, c'est un combat permanent contre la beaufrie profonde de ce pays. Et elle nous racontait une histoire invraisemblable sur justement ses droits Non, mais attends. Oui, non, on en parlera, mais quand même, il faut quand même préparer les auditeurs, parce que tu sais, il y en a qui tombent sur le cul à chaque fois qu'on leur parle de ce qu'on leur parle. Voilà. Et moi, j'étais stupéfié d'entendre ça. Elle vous le racontera le moment venu. Mais quand même. Par avocat interposé. Hein? Pardon? Non, par avocat interposé, parce qu'un jour ou l'autre, voilà, ça suffit, quoi. Non, je dis, je le raconterai le moment venu. Tu dis. Oui. Et je dis moi, par avocat interposé, peut-être. Oui. D'accord. Je le ferai raconter par avocat interposé. Il s'est endormi. D'accord. Oui, en tout cas, ici, on essaie, en tout cas, avec nos petits moyens de défendre la condition des artistes qui sont pas dans la mouvance institutionnelle. Dominante. Oui, dominante, ce qui semble être le cas de Chantal Montelier. Et elle en subit toutes les avanies possibles et imaginables. Dans ce domaine-là, les gens sont toujours très performants. Ça, ils savent faire. Oui. Ils savent faire. Ouais, alors, je pense que la censure en France, en ce moment, sur un modèle assez pervers, est quand même le sport le plus pratiqué. C'est ce qu'on fait de mieux, je trouve, dans ce pays. En ce moment, la censure. Mais quand on regarde... Au nom de l'économie ou de... Voilà, il y a toujours de très bonnes raisons, évidemment. Mais quand on regarde l'histoire récente, enfin, fin du 19e jusqu'à maintenant, l'histoire des gens qui ont fait du dessin politique, en tout cas, je ne prends que, mais en particulier, puisqu'ici on parle
on parle plus souvent des créateurs que d'autres choses. Eh bien, évidemment, au 19e siècle, particulièrement à la fin du 19e siècle, c'était la prison. C'est là mais là, c'est mieux, parce que là, c'est mieux, la prison, voilà, c'est voyant, quoi. Quand il faut foutre un auteur en prison, voilà, c'est seulement les staliniens qui faisaient ça. Non, mais je plaisante là. Les Versaillais le faisaient aussi. Voilà, mais donc aujourd'hui, il y a des prisons à l'air libre, si j'ose dire, tu vois. Non, c'est dans ce sens. Enfin, il n'y a aucun sens dans ce que je raconte en général, mais je veux dire, ta position, enfin, d'après ce que tu me racontes en tout cas, on a tout à fait la sensation que tu es prisonnière à l'air libre de tous ces tordus, Dans le milieu de BD, les tordus, ça manque pas. Un infantilisme absolument atterrant, voilà, ça c'est pas adulte, puis je suis pas la seule à le dire. Ce milieu n'est toujours pas devenu adulte, quoi. Alors les femmes finissent par s'en rendre compte, parce que je suis pas la seule. On va dire, pour appeler un chat, je suis pas la seule à en chier. Donc il y a une charte des dessinatrices là qui a été concoctée par quelques femmes qui elles aussi pâtissent de cette situation et du machisme et infantilisme qui sévissent de manière très très forte dans le 9e art, comme on dit. Donc il y a à peu près 150 signataires de cette charte. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Il y a un bandit mettant les choses au point dans les raisons pour lesquelles ces femmes font cette action. On peut trouver ça évidemment sur Internet. Je crois qu'il suffit de taper la charte des dessinatrices en colère. Et il y a de nombreux témoignages de ce qu'elles ont dû subir. Et c'est hallucinant. Enfin, je veux dire. C'est inqualifiable. C'est d'une très grande violence. Alors, si vous voulez, moi, quand je parlais des violences que je subissais à une certaine époque, que j'étais encore à peu près sexy, on me disait, t'es parano, quoi. Bon, là, elles sont une 150aine, elles sont une 50aine à donner des témoignages, donc, alors, on est toutes parano, quoi. Donc, au bout d'un certain temps, d'un certain seuil, la parano se retourne, quoi. Voilà. Donc, c'est très bien que les dessinatrices bougent enfin, parce que c'est vraiment scandaleux, quoi, le sort qu'il leur est fait. Et c'est aussi pour ça que Artemisia a été créé, parce que si vous voulez, par exemple, si je peux continuer encore une seconde, le festival d'Angoulême, j'ai jamais eu la moindre expo au festival d'Angoulême, ou alors une marginale dans la Maison des Peuples et de la Paix qui avait exposé quelques-uns de mes dessins de presse. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu à Angoulême, comme si. Alors un jour, je m'en indignais un petit peu quand même, ça m'arrive de me scandaliser, même si parfois je cultive aussi une certaine forme d'indifférence, sinon je serais déjà en prison pour meurtre. On m'a répondu oui, non, on t'invite pas à Angoulême, on t'expose pas, parce que Angoulême c'est une fête. Donc exposer Chantal Montelier dans une fête, exposer mes dessins, Angoulême ne serait plus une fête, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, c'est inouï, quoi. Et quand je cite pas la personne, mais c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Mais pourquoi tu peux citer? Non, vraiment pas ça. Donc voilà. Et si vous voulez, en dehors de mon cas personnel, qui devrait quand même indigner certaines personnes, certaines féministes, certains rebelles de notre bonne société. Les femmes, le festival a maintenant 45 ans, si ce n'est plus, je sais pas exactement, ce festival d'Angoulême, donc qui est le festival de Cannes pour la bande dessinée. Il y a eu une femme ou deux qui ont eu des grands prix, évidemment Bretéché, peut-être Florence Sestac, et c'est à peu près tout. Et chaque année, donc, on publie une liste des albums présélectionnés. Et depuis plus de 40 ans, plus de 45 ans, chaque année, il y a au mieux une femme ou deux dans la liste. Donc 98% de signatures masculines. Vous voyez, donc là, on est loin de la parité. Hein. Or, si vous voulez, quand je m'indignais de ça, on me répondait aussi, toujours les mêmes d'ailleurs, qui tiennent les hauts du pavé, on me répond, ah bah oui, mais les femmes, tu comprends, elles produisent peu. Voilà, sous-entendu, si elles sont pas dans la sélection, c'est parce qu'il n'y a rien à sélectionner. Donc Jeanne Puchol et moi avons aussi créé Artemisia pour, si vous voulez, se créer une sorte de
de points d'observation, quoi. On reçoit les albums, les éditeurs aiment bien les prix, donc ils nous les envoient, à condition souvent qu'on les demande. Mais enfin, et on voit chaque année, je sais pas, au moins une dizaine, si ce n'est une douzaine, voire une quinzaine d'albums signés par des femmes qui valent bien les albums qui sont dans les listes du jury, du pré-jury d'Angoulême. Donc chaque année, on sort depuis maintenant bientôt 9 ans une dizaine de livres, d'albums pour preuve de la créativité des femmes. C'est pas toujours absolument génial, mais c'est pas nécessairement moins bon que les albums sélectionnés par le jury d'Angoulême, qui par ailleurs, enfin le pré-jury, qui par ailleurs est un jury en général totalement au masculin. Donc cette situation est tout simplement scandaleuse. Et puis pas scandaleuse depuis 15 jours, scandaleuse depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans. Et voilà. Et personne, enfin ça commence un peu, voilà, à faire parler, à faire réfléchir, mais jusqu'à une période très très récente, l'université s'en foutait, les chercheuses s'en foutaient, les gens qui sont payés pour penser la question des femmes dans la société s'en foutaient. Quand un a été interdit, le seul à nous avoir défendu dans une télé, en l'occurrence, c'était Eddie Mitchell, parce qu'il était copain avec Philippe Manœuvre, qui s'occupait d'Anana. Enfin voilà, c'est désastreux. Et il y a un impensé par rapport à ces questions-là. Et dans ce domaine-là, comme s'il y avait une espèce de tabou, comme si hommes et femmes de bonne volonté, de progrès, de gauche, s'interdisaient de penser à la question de l'image et de l'image des femmes, de la production de l'image par les femmes. Et le regard des femmes est interdit, enfin, à ce niveau-là, de la représentation, voilà, du visible, du vivant, de la sexualité, du corps, etc. Et on est encore au Moyen-Âge, enfin, de mon point de vue, qui est très subjectif. Donc, oui, pas si subjectif que ça, parce que est-ce que tu penses que quand même, parce que le système sait se défendre, il a toujours des... Est-ce que, comme pour les Goncourt, pour les Femina, pour les Renaudot, pour ces prix à la con, est-ce que les éditeurs sont pas derrière, si tu veux, font pas en quelque sorte un peu de chantage au jury ou aux jurés, ou je sais pas comment on les appelle, qui sont à la manœuvre pour la remise ou pour la sélection des gens de la BD pour Angoulême. Est-ce que il y a des enjeux de fric aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Oui, il y a des enjeux de pognon, comme partout. Et ça pourrit tout, ça pourrit la société, ça pourrit la culture, ça pourrit l'âme des gens. Des questions de fric, mais aussi ça fausse tout. Cette société est faussée, mais à un point qui est vraiment écœurant, quoi. Mais quand ça se rapporte à ton cas particulier, je pense que l'idéologie aussi. Évidemment, dire, évidemment. Le système défend des valeurs. On n'invite pas. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai de la sympathie pour ce que représente, peut-être pas pour le PC lui-même, mais pour ce que représente l'idée communiste. Bon, je trouve que c'est quand même une sacrée belle idée, quoi. Oui, peut-être pas très réalisable, j'en sais. En tout cas, elle n'a pas été très bien réalisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, tu vois, vous voyez, cette idée quand même d'essayer de partager, de faire en sorte que la société reste humaine, quoi. Bon, voilà, j'ai ma sympathie est là. C'est vrai que c'est plutôt les Rouges qui m'ont publié, du moins à une certaine époque, plutôt dans la période d'ailleurs Union de la gauche. Et puis plutôt dans une période où il y avait quand même une grosse poussée dans le sens d'une déstalinisation. Donc voilà, la Nouvelle Critique n'était pas un journal stalinien, faut pas non plus dire n'importe quoi. Bref, moralité, quand je n'ai pas été invité à Angoulême une fois, deux fois, trois fois au début, que j'ai posé la question à mon éditeur de l'époque, je dirais pas son nom non plus, pourquoi je suis pas invité à enfin si je vais le dire d'ailleurs, le nom c'est Jean-Paul Mougin de chez Casterman. Alors on pourra pas vérifier, il est mort, mais voilà. Et que je lui dis, mais enfin Jean-Paul, je venais de faire un bouquin qui avait été très bien accueilli, qui avait vraiment tout de suite trouvé son public, et qui s'inspirait de l'histoire de Camille Claudel, justement, parce que je voulais un peu revisiter en BD l'histoire des femmes artistes. Bon, j'ai pu en faire 2, et encore dans quelles conditions. Ça a été sabordé, cassé, piétiné, enfin un scandale. Et donc ce livre sort, cet album sort, il y a une exposition à la librairie Galerie des Femmes, qui était encore rue des Saints-Pères, Waf, librairie Galerie des Femmes, rue des Saints-Pères, bon, tout un programme aussi. Voilà, et le petit-neveu de Camille Claudel, je l'ai vu arriver vraiment de l'autre côté de la rue, puis il avait vraiment la gueule des Claudel, vous voyez, ces gros crânes de Lorrain, là, avec des yeux très bleus, des yeux de porcelaine. N'attaquez pas la Lorrain. Non, mais je vis avec un Lorrain. Alors, bon, alors. Vous voyez bien, non, c'est des très braves gens en général.
donc le petit neveu arrive, me dit vous êtes chanteur, oui, permettez-moi de vous embrasser, il me serre dans ses bras en me disant bravo, votre bande dessinée est quand même infiniment plus respectueuse de ma grand-tante que le film de Bruno Nuiten. Donc waouh, donc j'ai vraiment là aussi c'est pour ça que bon les honneurs d'Angoulême, quand j'ai une reconnaissance de genre, vous voyez, le reste je peux m'en passer, les Mickey, la queue du Mickey je peux m'en passer, mais enfin quand même. Et donc cet éditeur, Jean-Paul Mougin, Casterman, ne m'invite pas à Angoulême, alors que le bouquin était sorti juste. Et je lui dis mais pourquoi est-ce que le livre marche bien, tout va bien, pourquoi je suis pas invité à Angoulême? Et il me répond on n'invite pas les staliniens. Oh, stalinien. Je lui dis mais écoute, je veux dire si tu veux pas inviter les staliniens à Angoulême, il faut pas les publier, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, d'où tu tiens que c'est parce que Wolinski dessine dans l'UMA, personne ne le traite de stalinien. Alors c'est vrai que j'ai une solidarité indéfectible avec la classe ouvrière. Alors ça, vraiment, je pourrais me faire tuer pour eux. Mais voilà, quoi. Alors, on n'a pas le droit d'avoir une solidarité avec la classe ouvrière, c'est interdit. Oui, bon, etc. Donc tout ça est vraiment odieux, quoi. Et, voilà, liberté d'expression, mais de qui, pour qui? Mon cul, absolument. Oui, non, on est encore là, évidemment, dans l'hypocrisie notoire de ces gens. Alors moi, maintenant, quand j'entends gauche, tu vois, j'ai des boutons, parce que où est la gauche? À mon avis, il n'y en a plus. Si, il y en a. Il y a des gens qui ont... Quand t'as Besançon qui a déconné récemment sur la commune... Non, mais il n'y a peut-être pas de gauche, institutionnelle, de parti, voilà. Mais je pense qu'il y a de la gauche, partout, et tout le temps, mais évidemment... Mais c'est pas celle qui est représentée en ce moment. C'est pas elle qui... C'est pas celle qui est au pouvoir, en tout cas. Ah bah ça... Mais celle qui postule, qui a dans ses musettes l'envie, enfin le matériel pour accéder. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens vraiment de gauche dans des partis qui trahissent leur propre... Absolument, oui, c'est ça. Le drame, leur propre militant. Le problème, c'est le problème aussi du pouvoir, quoi. Ouais, bien sûr. À un certain niveau, je crois que on a compris, tout le monde a compris, quoi. Non, pas tout le monde, puisqu'il y a encore des gens qui votent, alors je crois qu'ils n'ont pas tous compris. Et donc, dans le prix Artemisia, donc vous faites une remise de prix quand même, non? Oui, absolument. Donc, depuis, ça sera le 9e numéro en janvier. Donc, on annonce d'abord, dans un premier temps, fin novembre, une petite liste, quoi, d'une douzaine de livres. Qu'on envoie à la presse, qui réagit en général par une certaine dose quasi létale d'indifférence, létale pour nous. Mais enfin, il y a quand même toujours 2-3 trucs qui passent, quoi. Ensuite, on annonce notre prix le 9 janvier, date anniversaire de Simone de Beauvoir, auteur, comme vous le savez, du Deuxième Sexe. Quand même, c'est un Deuxième Sexe, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un bouquin qu'il faudrait obliger toutes les filles à partir de 12-13 ans de lire, quoi. Voilà, donc le 9 janvier, et ensuite vers la mi-janvier on fait une petite fête, une petite cérémonie. Donc jusque là la Une avait le libraire de la Une nous comment dire, nous voilà, je sais pas ce qui se passe là, j'ai une panne, excusez-moi. Vous accueillait accueillait, voilà, nous accueillait, une petite cérémonie. On a même pu doter le prix à une époque, mais notre mécène, ça n'a pas duré très longtemps. On ne devait pas être assez poli, assez lui lécher les bottes parce qu'on l'a perdu. C'est bien dommage, surtout pour pour la dot, quoi. Mais alors donc ce libraire était celui de la Une, comme je vous disais. Maintenant, nous allons être accueillis donc à la librairie Flammarion de Beaubourg. Je regretterai la Une parce que c'était quand même un très bel endroit. Et puis encore une fois, la dimension historique des choses. Moi, je suis pas historienne, mais ça compte beaucoup pour moi, l'histoire. Voilà, donc librairie Beaubourg, Pompidou, déjà c'est un peu moins c'est quand même très très bien qu'on puisse être accueilli à cet endroit-là. Donc ça serait sans doute vers le milieu
du mois de janvier, enfin en tout cas avant Angoulême, quoi. D'accord. Et là, il y a un accueil public, tout le monde peut Absolument, venir. absolument. Je vais lancer autant d'invitations que possible. Et alors, si vous pouvez vous-même, Tu nous envoies les infos. ce serait très gentil. Oui. Parce que je pense que tu suscites un intérêt auprès des auditeurs, tu vois. Mais ce qui est triste, si vous voulez, c'est que c'est le même problème que d'habitude. C'est-à-dire que moi, j'ai un lectorat d'une fidélité absolument incroyable. Je sais pas comment ils font, parce que c'est un peu la course du lièvre à travers les champs. Hein. J'essaie toujours d'échapper au coup de fusil fatal. Et ils arrivent quand même à me suivre. J'en perds en route, hein, ça c'est normal, mais bon, j'en gagne aussi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de relais médiatique, quoi, à part effectivement des gens comme vous. Et merci d'exister, encore une fois. Mais il faut se battre au couteau pour avoir un millimètre carré dans des émissions un peu grand public que j'arrive toujours à choper un peu par hasard en faisant un peu du forcing, quoi. Mais c'est fatigant, quoi. D'autant plus que les gens aiment ce prix. Enfin, je veux dire, j'ai des retours vraiment très très positifs des gens. Mais le problème, c'est qu'entre Artemisia, moi et les gens, il y a des armées de connards, quoi, et de salopards. Mais il y a un moment, il va falloir s'y mettre au couteau, nous aussi. Hein. Nous sommes tous des Palestiniens, il paraît. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça fait rien. C'est tout à fait ici, c'est tout à fait autorisé. J'avais cru lire, excuse-moi, j'avais cru lire que dans le jury d'Artemisia, il y avait une mixité, justement. Alors voilà, on avait démarré que des femmes et que les femmes ensemble. C'est vraiment pas évident, quoi. On n'est pas encore assez grande, assez intelligente, assez tolérante, assez bienveillantes les unes vis-à-vis des autres, donc ça a coincé, quoi. Donc j'ai dû, comme le bébé m'est resté sur les bras, j'ai dû reconstruire, et là je me suis dit non, plus jamais un truc purement féminin, quoi. Donc je me suis empressée de faire entrer quelques mâles, pas trop dominants d'ailleurs, enfin pas avec nous, quoi. Et donc effectivement c'est quand même plus équilibré, quoi. Donc voilà. D'accord. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, qu'ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tôt usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous. À vous, comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autres moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il, quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou.
C'était Jean Ferrat, j'entends. Oui, Chantal Montier disait hors au micro qu'elle aimait beaucoup les voix humaines. Enfin, il y a une belle... où il y a une dimension d'humanité, je crois que Ferrat incontestablement, et de sincérité, quoi. Je crois que c'est un homme qui collait complètement à ce qu'il était, à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait, à ce qu'il choisissait de dire. C'est pas un homme de spectacle au sens debordien du terme, quoi. D'ailleurs, il a toujours vécu très modestement dans sa campagne, entre deux parties de boules, et voilà, sans ostentation, quoi, avec modestie. Et en plus, je suis désolée, Aragon, c'est peut-être une crapstale, mais il a écrit des choses tellement sublimes. Il ne veut pas être complètement une crapstale. Non, bien sûr. Non, puis il faut toujours un petit peu séparer une œuvre artistique de celui qui l'a créé, parce que parfois on a des surprises qui sont pas très agréables. Voilà, on va continuer, on va finir avec Chantal Montier, encore quelques minutes. Hein. Oui, parce que Chantal, si on t'a invité ici, c'est parce que tu vas exposer à Publico à partir de demain, donc tu nous racontes un petit peu ce que tu vas exposer comme... Donc Publico, oui, merci aussi d'exister, Publico, qui est une librairie que je connais depuis fort longtemps d'ailleurs. Là aussi, ça tient. Oui, ça tient difficilement, mais ça tient. Et ça tient, avec un libraire absolument adorable, Laurent. J'ai été invitée pour une exposition d'une de mes copines consoeurs en matière de création graphique, qui est Anne van der Linden. Qui est, bien nommée, pourquoi la bien nommée? Non, parce que... Non, pour Le linden, je crois que ça veut dire, c'est un nom de plante, je crois, lierre ou oui. Anne est un personnage aussi, comme je les adore. Alors, c'est un peu une Brigitte Fontaine entre guillemets de l'art, quoi. C'est-à-dire un côté presque institutrice anglaise, toujours très bien élevée, jamais un mot plus haut que l'autre, très rationnelle, très organisée, très les pieds sur terre, et qui a une œuvre absolument plus que décoiffante, quoi. Même Brigitte Fontaine serait impressionnée. Donc j'adore ce genre de... Pour moi, c'est vraiment des résistantes à leur manière, parce que je pense pas que la vie d'Anne soit particulièrement simple non plus, quoi. Ça dérange les beaufs, quoi. Enfin, les beaufs qui nous gardent. Donc Anne m'avait invité à voir son exposition, et puis de fil en aiguille, l'idée est venue d'exposer mes dessins à sa suite. Ce qui sera donc le cas. L'accrochage va se faire demain, mercredi 4, c'est ça. Donc les dessins, les images seront visibles à partir de demain. Il y aura un vernissage un peu plus tard, parce que ça arrange le libraire, ça arrange tout le monde. La période pour moi est un peu bousculée, parce que pour gagner ma vie, là, je dois faire des ateliers de dessin avec des scolaires à 1 heure de chez moi. Bref, c'est un peu compliqué. Donc le 3 décembre, vernissage chez Publico, où tout le monde est invité, quoi. On boit un coup, on discutera. J'expose toutes sortes de choses, des choses d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier, du XVIIe, du XVIe, du XVe siècle. Donc du dessin, quelques dessins politiques. En fait, pour rien vous cacher, j'essaie quand même un peu de vendre aussi. Donc mes finances étant ce qu'elles sont. Donc j'expose des choses, que j'estime valoir un certain prix. Donc il y a des choses de la période, Humanités associées, Métal Hurlant, Anana, Casterman, Actes Sud, d'Argo aussi, puisque j'avais fait une série intitulée, une série de nouvelles illustrées intitulée Voyage au bout de la crise, qui elle aussi un peu pas rencontré son public parce que rien n'a été fait pour. Donc je pense qu'il y aura vraiment un choix, c'est un peu un patchwork, il y aura un choix très large avec donc des périodes différentes, des styles différents, des préoccupations différentes. Ce sera extrêmement diversifié, varié. Avec toujours les mêmes thèmes qui sont les miens. C'est vrai que c'est pas guignol, quoi. Donc on va pas forcément exploser de rire. C'est pas du dessin d'humour, c'est pas bidonnant, c'est pas bidochonnant. Une certaine gravité, mais pourquoi pas, je crois. On peut faire de la bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée est un art comme un autre.
J'aurais adoré, ce que je ne suis pas, être le Pasolini de la bande dessinée, mais ça semble beaucoup moins facile de faire des œuvres de bande dessinée un peu exigeantes comme étaient les films d'un Pasolini ou d'un Tarkovsky, pour ne pas le nommer. Il faut pas que ça pense trop haut, quoi. Donc on est un peu limité là aussi. Alors c'est pas une prison, mais c'est quand même des limitations, quoi. Enfin, des limites que j'essaie moi toujours de forcer un peu. Donc voilà. Et toi, tu seras présente à plusieurs moments ou simplement oui, je vais voir ça avec Laurent, donc prendre des rendez-vous, puisque très gentiment il me laisse occuper le terrain jusqu'à la fin de l'année. Ça aussi, il faudra que tu nous tiennes au courant, ou ça sera peut-être dans les activités de Publico, qu'on puisse la lancer aussi quand tu seras là. Pour voir les gens qui éventuellement pourraient venir et acheter. Voilà. Et Laurent, quand je suis passée l'autre fois, justement, tu as sorti une BD récemment, ce qui s'appelle La Reconstitution. Voilà. Donc, alors là, oui. Mais je sais pas, je dispose de combien de secondes là pour répondre. Tu disposes de encore. Fini, terminé. 6 minutes. 6 minutes. Waouh. C'est plus que. Non, là, donc voilà, je commence à me faire vieille, hélas pour moi. Oh, ça y est. Ah bah quand même. Attends, je vais sortir mon violon. Mais toi aussi, tu commences à te faire vieille. Il faut lui dire. Je suis plus vieille que toi, de toute façon. Écoute, on va voir. On verra ça tout à l'heure. Non, c'est tout vu, je suis plus vieille que toi. D'accord. C'est parce que. Parce que c'est comme ça. C'est parce que t'es né avant. C'est que. Bref, tout ça pour dire que quoi. Oui, il s'est raconté tellement de conneries sur mon compte. Enfin, chacun a écrit mon histoire, de préférence en mettant les choses au ras du caniveau, tant qu'à faire. Une femme qui fait des trucs comme ça, on va pas la rater, quoi. Donc, je me suis dit, même si je suis pas en mauvaise santé, on sait jamais, un infarctus est vite arrivé. Et donc, je tenais avant de disparaître, mais peut-être que je disparaîtrai jamais, on ne sait pas, de raconter l'histoire moi-même. Donc, j'ai proposé ça à mon éditeur Thierry Grunstein de chez Actes Sud, qui m'a dit ok, banco, on y va. Donc, ce livre s'appelle La Reconstitution, et c'est à la fois mon histoire, bien évidemment, avec la dimension familiale, qui n'est pas piquée des hannetons, comme on pourra s'en rendre compte, et puis la dimension politique, puisque je suis quand même tombée dans la politique, on va dire, aux alentours de 68, en passant je suis d'une famille plutôt catho, on va dire, d'extrême droite, quoi, au moins pour partie. Et je reviens de loin. Et voilà, 68 m'a quand même fait découvrir autre chose, quoi, qu'il y avait d'autres espaces, d'autres continents, d'autres. Donc 68, ce qui s'est passé dans ma ville natale qui est Saint-Étienne, et puis les Beaux-Arts que j'ai fait à Saint-Étienne. J'étais la seule à faire. Excusez-moi, j'avale de travers. J'étais la seule élève à faire la grève en 68. Comique, n'est-ce pas? Surtout dans une ville ouvrière. Mais oui, mais justement, la bourgeoisie stéphanoise est, à mon avis, bien plus méchante que les autres, parce qu'elle est toujours, je pense, parce que justement, Saint-Étienne premièrement, était une capitale ouvrière, comme on sait, et non seulement c'est une capitale ouvrière, mais en plus c'est complètement atypique. Moi qui ai vécu avec un sociologue urbain, je peux vous dire que c'est la vérité. Il me l'a démontré. Que c'est la seule ville de France, et peut-être d'ailleurs, où la classe ouvrière occupait le centre-ville et la ville elle-même, quoi, et où la bourgeoisie était plutôt aux confins. Enfin, voilà. En général, c'est plutôt l'inverse. Les bourgeois occupent le centre et les prolos sont dans les cages à lapins autour. Et là, c'est plutôt le contraire. Et en plus, Saint-Étienne, c'est pas que Saint-Étienne, c'est une région minière. Il y a eu la métallurgie, les armes, le cycle. Enfin, il y avait une force ouvrière absolument colossale dans cette ville, une présence, et c'est pas de Saint-Étienne mais de la ville d'à côté que sont parties les révoltes des mineurs de la Ricamarie, qu'elles se sont agrégés les ouvriers stéphanois et mineurs et ces révoltes ont donné au final 1936. 36 est né de ces révoltes-là. Donc c'est quand même pas rien. Cette ville aujourd'hui est la ville du chômage. Tout a été démoli, cassé. Manu France est devenu le palais des cons, des congrès, quoi. Il y a même pas une seule photo, j'en parle, j'en ai la chair de poule, et là je pourrais devenir très très violente. C'est une reconnaissance zéro, donc il reste des friqués et des pardonne-moi, des racailles, au très mauvais sens du terme, quoi.
Et la classe ouvrière stéphanoise, je sais pas où elle est. C'est la ville la plus endettée de France, etc., etc. Pourquoi je parle de ça, je sais plus du tout. Ta question de départ, la question de départ, ta question était la reconstitution. Donc je parle de tout ça. Et puis je parle de mon entrée dans la carrière, entre guillemets carrière de dessinatrice de presse. Comment ça s'est passé par les Anards, par les Libertaires, par Aimé Marseillane, et puis comment on est venu me chercher, et puis la bande dessinée féminine, et puis la bande dessinée pas féminine, etc., etc. Et puis aussi une émission d'apostrophe, une émission de télé qui m'a été fatale, puisque j'ai dit chez Pivot, Bernard Pivot, peut-être que certains s'en souviennent de cette émission, absolument tout ce qu'il fallait pas dire, et là je pense que le blacklistage a commencé pour ne jamais vraiment finir, quoi. Donc voilà, je revisite toute cette histoire et je donne un peu mon sentiment sur certaines pratiques qui ont cours dans la bande dessinée et sur le machisme triomphant qui triomphe toujours. Donc ce livre sort, Bing, et ce télescope avec le massacre des dessinateurs de Charlie. Donc il est sorti début janvier, enfin combien, vers le 12, le 15, enfin par là. En tout cas, on était en pleine affaire Charlie Hebdo. Ouais. Donc il disparaît dans un bain de sang, quoi, dégâts collatéraux. Bon, ceci étant, j'apprends par l'éditeur que quand même il y a les aficionados, les fidèles qui et puis je veux dire, un livre, son affaire est pas réglée en un mois, en principe, quand même, surtout un livre comme ça. En plus, je crois que plastiquement, il est plutôt réussi. Enfin, c'est un livre qui a une vraie originalité, une vraie identité graphique, quoi, ce qui est peut-être pas non plus complètement banal. C'est pas juste un texte avec quelques illustrations, quoi. C'est un peu autre chose. Donc ce livre est condamné à l'invisibilité du fait de cette atrocité là, de l'histoire de Charlie, mais pas que ça. Là aussi, il y a un blacklistage de mon point de vue à moi qui est très subjectif une fois de plus. Ouais, et donc, pas tant que ça. Et donc, moralité, au bout d'un mois et demi, mon éditeur Thierry Grandstein me téléphone, la voix désolée, la voix de circonstance, comme on dit. Non, écoute Chantal, il doit y avoir 2 tomes, hein, donc c'est marqué noir sur blanc sur la couverture, livre 1, donc ce qui suppose qu'il y aura un livre 2. Et Thierry me dit, écoute, voilà, le livre est sorti maintenant depuis un mois et demi, on n'en a pas assez vendu, Actes Sud, c'est-à-dire les patrons, hein, en l'occurrence Capitani et Françoise Nyssen, ou leurs hommes de main, si j'ose dire, renoncent à faire le tome 2. Donc au bout d'un mois et demi. Il tue un livre. En plus, il y avait un engagement écrit, quoi, d'un certain point de vue. Donc, je suis, voilà l'histoire de. Et côté presse, j'ai eu 2 articles. Un article dans Livre Hebdo. Et un article plutôt positif d'ailleurs, et un article de Gilles Ratier, qui est d'ailleurs le parrain d'Artemisia, parce que Artemisia a un parrain et une marraine. Bon, qui fait ce qu'il peut, mais il peut pas grand-chose, le pauvre. Et qui a fait un papier sur son site, sur le blog qu'il anime. C'est à peu près tout. Voilà. Bon, évidemment, il y a l'histoire de Charlie, mais ça suffit peut-être pas à expliquer le silence, quoi. Donc il y a une espèce d'omerta, mais vraiment, c'est impressionnant, quoi. Moi, je dois dire, j'admire. Bravo. Alors, si vous voulez, quand même, si Gilles Ratier et si comment s'appelle Fabrice Piot, qui écrit pour Livre Hebdo, ont fait le papier, ça veut dire qu'ils ont quand même vu le livre, que le livre. Or, ces gens, Gilles et Fabrice, sont dans une association qui s'appelle la CBD, Association des critiques de bande dessinée, où ils sont au moins 150. Ils sont au moins 150 journalistes ou voilà, désignés tels, s'auto-désignant tels, dans une asso, et il y a deux papiers qui sortent. Ça s'appelle comment, ça ? Ça s'appelle comment ? Moi, j'appelle ça un meurtre symbolique, quoi. Alors bon, vous me direz, aujourd'hui, on dit toujours un journaliste, je sais pas qui dit ça, mais je trouve que c'est pas si faux, hein. Un journaliste aujourd'hui, c'est soit un chômeur, soit une pute. Bon, alors je dis pas que les gens de la CBD sont des putes, puisque j'ai 2-3 amis quand même. Mais voilà, voilà, ils sont aux ordres ou quoi, toi. C'est incroyable, quoi. Parce que je veux dire, une biographie comme celle-là, qui a quand même certaines qualités, et du point de vue de l'écriture, il me semble, et du point de vue de la mise en image, de la maquette, qui a été faite par une très très bonne maquettiste qui s'appelle Brigitte Bontemps, qui a beaucoup travaillé aussi dessus, pour pas grand-chose non plus.
Voilà, le bouquin, à peine né, il est déjà disparu. Et on me reproche même de l'avoir, enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait, mis en vitrine de la Une, parce que c'était dans l'actualité d'Artémisia aussi. Et je me suis fait assassiner parce que le libraire de la Une, Olivier Place, a eu l'idée saugrenue pour ces gens qui me stigmatisent de mettre mon album en vitrine, comme si l'album devait rester invisible. Oui, on en est là. Voilà, donc oui, quand je dis que ce pays, c'est la censure qui marche le mieux, tout le reste, ça foire, c'est vrai. Voilà, donc là, il y en aura à Publico, quoi. Laurent, on aura quelques exemplaires à Publico. Et on conclura avec cette dernière phrase de Chantal sur la censure en France. On en est convaincus depuis longtemps, mais bon, on en est convaincus depuis la fin de la royauté. Voilà, ça n'a jamais cessé et ça risque de continuer encore longtemps. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir honorés de ta présence. Merci, Chantal. C'est vraiment pour nous quelque chose d'exemplaire. Et on espère que bon, on va pas rêver en disant que ça va s'arranger tout de suite. Non, mais bon. On espère que peut-être tu trouveras sur des gens moins cons que ceux qui. Tu sais, la connerie en ce moment, elle se porte très bien. Je suis d'accord. Là, vraiment, on la favorise. Ouais. Voilà, bon, écoute, bon accrochage à Publico, puis on donne rendez-vous à nos auditeurs qui peuvent se déplacer donc le 3 décembre. Enfin, on en reparlera, mais qui viennent te rencontrer et surtout voir ton boulot. Oui, bien sûr. Voilà. Et Jenny Joplin maintenant, je crois. Non, oui. Au revoir, Chantal. Au revoir. Et merci. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine. You just don't know why. But you know, I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Honey, welcome back. Don't you know? And ain't nobody ever gonna love you the way I tried to do. Who'll take all your pain and your heart and tear. And if you need me, you know, and I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Oh, daddy, like you always seem to do. And when you're walking around the world, baby, you said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. And the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on, and cry, baby. Cry, baby. Cry.
on.